Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15 heures locales du quart temps donc de notre journal complet en langue française que j'ai le plaisir de vous présenter durant les prochaines minutes. Tout de suite, les principaux titres. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'entretient à Abu Dhabi avec son homologue des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Mort de 18 Palestiniens dans une frappe israélienne sur une tente de personnes. Le guide suprême iranien estime que la proposition américaine faite à son pays en vue d'un accord sur le nucléaire allait à l'encontre des intérêts nationaux. À la une de cette édition, c'est le président Abdel Fattah al-Sisi qui est arrivé aujourd'hui à la capitale émiratie Abu Dhabi, où il a été accueilli par le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Après la cérémonie d'accueil, les deux leaders ont tenu une réunion portant sur les relations bilatérales et les moyens de les renforcer dans l'intérêt commun des deux États et des aspirations de leur peuple, notamment dans les domaines économiques, commerciaux et d'investissement. Selon le porte-parole officiel de la présidence, la rencontre avait également abordé les situations régionales et les moyens de rétablir la sécurité et quand même la stabilité dans la région. Les deux dirigeants ont souligné l'importance d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza ainsi que l'échange des prisonniers et des détenus. Sur le plan local, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a donné ses directives à tous les appareils gouvernementaux et aux autorités concernées dans tous les gouvernorats afin de prendre des mesures nécessaires pendant la période des congés d'Eid al-Adha et d'assurer une pleine préparation pour éviter toute crise éventuelle et garantir la continuité des différents services citoyens. Réunion hebdomadaire du gouvernement, le Premier ministre a ordonné une préparation complète de tous les services publics et des infrastructures pendant la période des congés sans interruption. Madbouli a insisté sur l'importance de rester vigilant durant les congés de l'Eid al-Adha afin de faire face à toute tentative d'empiètement sur les terres agricoles et d'agir fermement contre de telles tentatives et de leur apparition en coordination avec le gouverneur et les différentes autorités concernées. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général de corps d'armée Abdelmajid Sakr a reçu le ministre des Affaires étrangères de Bénin, Olusegun Bakari, actuellement en visite officielle en Égypte. La rencontre a principalement porté sur les derniers développements survenus, autant sur la scène régionale qu'internationale, ainsi que sur leurs répercussions concernant la sécurité et la stabilité dans le continent africain. Les deux hauts responsables ont également examiné les aspects de la coopération entre les deux pays dans les domaines de la défense et de la sécurité. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdel Ati, a déclaré que la poursuite des opérations militaires israéliennes entraînera davantage d'effusion de sang, une aggravation de la crise humanitaire catastrophique à laquelle le peuple palestinien est confronté. Lors d'un entretien téléphonique avec le ministre australien des Affaires étrangères, Abdalat a réitéré que le seul moyen de parvenir à une paix durable est d'adhérer à la solution à deux États et d'établir un État palestinien indépendant sur les lignes de 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Le chef de la diplomatie a passé en revue les efforts de médiation égyptienne en coopération avec les États-Unis et le Qatar pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza. La défense civile de la bande de Gaza avait annoncé ce matin la mort de 18 personnes, dont des femmes et des enfants palestiniens, dans une agression et frappe israélienne sur une tente. De sa part, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer aujourd'hui sur un projet de résolution réclamant un cessez-le-feu et l'accès humanitaire à Gaza. Une tentative de faire pression sur Israël qui devrait se heurter à un nouveau veto américain, le premier de la nouvelle administration Trump. Le nouveau projet de résolution exige un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent et la libération inconditionnelle des otages, soulignant la situation humanitaire catastrophique dans le territoire palestinien. Ce nouveau projet réclame également la levée immédiate et inconditionnelle de toutes les restrictions à l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza et sa distribution sûre et sans entrave à grande échelle, y compris par l'ONU.
Sur le terrain, les centres de distribution d'aide dans la bande de Gaza, gérés par la Fondation humanitaire de Gaza, GHF, soutenue par les États-Unis et Israël, seront fermés aujourd'hui pour des travaux de rénovation. C'est ce qu'a annoncé l'organisation. La GHF a précisé que ces opérations dans les centres d'aide reprendraient à partir de demain. La GHF a débuté ces opérations il y a un peu plus d'une semaine, après la levée très partielle d'un blocus total imposé par l'occupation israélienne pendant plus de 2 mois sur les territoires palestiniens, privant ainsi la population palestinienne de Gaza de toute aide humanitaire. Son déploiement a été marqué par des scènes chaotiques et des informations faisant état des victimes de tirs israéliens à proximité des centres de distribution. Le secrétariat général de la Ligue arabe a souligné la nécessité de mettre en œuvre les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies du Conseil de sécurité afin de préserver la paix et la sécurité internationale et d'obliger les autorités d'occupation israélienne à cesser la guerre d'extermination dans la bande de Gaza. Elle a également demandé de mettre fin à la souffrance humanitaire du peuple palestinien par l'ouverture immédiate de tous les points de passage et de garantir l'entrée de l'aide humanitaire répondant aux besoins des habitants de Gaza, ainsi que de fournir un soutien à l'UNRWA et aux autres activités des Nations Unies dans les territoires palestiniens occupés. La Ligue arabe a appelé tous les États à rejoindre les efforts de mise en œuvre de la solution à 2 États, la considérer comme la seule voie pour parvenir à la sécurité, à la paix, mais aussi à la stabilité dans la région. Plus d'1 million de fidèles musulmans entament aujourd'hui les rituels du grand pèlerinage de l'islam. Les autorités saoudiennes redoublant d'efforts pour éviter une répétition des plus de 1300 décès survenus l'an dernier en raison des températures extrêmes. Les explications tout de suite. Réunis dans la ville la plus sainte de l'islam, sous des températures atteignant les 40 degrés, les pèlerins commencent par accomplir le rite du tawaf, qui consiste à tourner autour de la Kaaba, la structure cubique noire vers laquelle les musulmans du monde entier se tournent pour prier au cœur de la grande mosquée. Environ 1,4 million de fidèles sont arrivés en Arabie Saoudite pour le Hajj, qui consiste en une série de rites codifiés qui se déroulent sur plusieurs jours au cœur de la Mecque et de ses environs. Jeudi, les pèlerins se dirigeront vers Ména, une vallée surplombée de montagnes rocheuses située à quelques kilomètres de la Mecque, où ils passeront la nuit dans des tentes climatisées. Avant de rejoindre la Mecque, les pèlerins doivent d'abord entrer dans un état de pureté, appelé ihram, qui exige une tenue et un comportement appropriés. Mardi après-midi, des bus déversaient déjà les premiers pèlerins à Ména, accueillis par du personnel leur offrant café et dattes. Cette année, l'Arabie Saoudite a mobilisé plus de 40 agences gouvernementales et de 250 000 fonctionnaires pour tenter d'atténuer les risques liés à la chaleur. Les autorités saoudiennes utiliseront également les dernières technologies d'intelligence artificielle pour traiter l'abondance de données et d'images, notamment fournies par une nouvelle flotte de drones déployée à travers la Mecque. Ce pèlerinage est l'un des plus grands rassemblements religieux au monde et l'un des 5 piliers de l'islam. Tous les musulmans sont censés accomplir le Hajj au moins une fois dans leur vie s'ils en ont les moyens. Sur le plan politique, le guide suprême iranien l'Ayatollah Ali Khamenei a estimé aujourd'hui que la proposition américaine faite à son pays en vue d'un accord sur le nucléaire a allé à l'encontre des intérêts nationaux iraniens sur fond de divergences liées à l'enrichissement d'uranium. L'Iran et les États-Unis ont débuté en avril sous la médiation du sultanat d'Oman de délicates discussions sur l'épineux dossier du nucléaire iranien. Après 5 cycles de pourparlers, les 2 pays ennemis depuis 4 décennies se sont quittés le 23 avril à Rome sans avancée notable. Samedi dernier, l'Iran avait affirmé avoir reçu des éléments sur une proposition américaine en vue d'un potentiel accord. Le guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khamenei, a déclaré lors d'un discours à Téhéran que la proposition sur le nucléaire iranien présentée par les Américains est 100% à l'encontre du slogan « Nous prouvons ».
À l'occasion du 36e anniversaire de la mort du fondateur de la République islamique, l'ayatollah Ruhollah Khomeini, Ali Khamenei a ajouté devant des fidèles et des responsables que l'indépendance du pays signifie ne pas attendre le feu vert de l'Amérique et de ses semblables. L'enrichissement d'uranium demeure l'un des principaux points de blocage entre les deux pays. Washington s'oppose à tout enrichissement d'uranium par l'Iran, tandis que ce dernier considère cette demande comme une ligne rouge en vertu du traité de non-prolifération, TNP, dont il est signataire. Après la divulgation des rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, selon lequel Téhéran a accéléré sa production d'uranium hautement enrichi. L'AIEA a appelé l'Iran à davantage de transparence sur son programme nucléaire. Téhéran a dénoncé des conclusions jugées politiques. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a condamné les pressions exercées selon lui sur l'AIEA par certains pays européens et les a menacés de représailles s'ils utilisaient ce rapport à des fins politiques durant cette réunion. Le Kremlin a écarté hier tout règlement à court terme du conflit armé en Ukraine après de nouveaux pourparlers russo-ukrainiens peu fructueux à Istanbul. L'Ukraine, de son côté, a accusé Moscou d'avoir présenté, lors de ces négociations, des demandes maximalistes, estimant qu'il s'agissait d'ultimatums déjà connus qui ne font pas avancer la situation vers une paix véritable. Alors que l'armée russe, plus nombreuse, mieux équipée, a l'avantage, Kiev accuse depuis des mois la Russie de faire traîner les négociations de paix car Moscou refuse sa demande d'une trêve inconditionnelle, estimant qu'elle permettrait à l'Ukraine de reprendre de force avec l'aide de ses alliés occidentaux. Sur le terrain, un bombardement russe a tué hier 2 civils dans un village de la région de Kharkiv, tandis qu'au moins 4 autres sont morts lors d'une frappe de roquettes sur la ville de Sumy, qui a fait au moins 20 blessés. Le nouveau président sud-coréen Lee Jae-myung a promis lors de son discours d'investiture de panser les plaies et de tendre la main à la Corée du Nord dotée de l'arme nucléaire. Le dirigeant de centre-gauche a également averti que la montée de protectionnisme constituait une menace existentielle pour la 4e économie d'Asie, fortement axée sur les exportations et secouée par les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump. Ces tensions commerciales ainsi que les tensions avec le voisin du Nord font partie des défis que va devoir affronter cet ancien ouvrier de 60 ans après avoir largement remporté la présidentielle anticipée déclenchée par l'éméphère proclamation de la loi martiale par son prédécesseur. Sur le plan économique local, la ministre de la Planification, de Développement économique et de la Coopération internationale, Rani Al-Mashat, a discuté avec le secrétaire général de l'Organisation de la Coopération et de Développement économique OCDE, Mathias Cormann, des moyens de renforcer la coopération conjointe entre les deux parties. Ceci intervient lors des activités de conseil ministériel de l'Organisation de coopération et de développement économique à Paris. Madame Machat a souligné la coopération constructive continue du programme de cadre entre l'Égypte et l'organisation et qui a été prolongé jusqu'au 2025. Donc cette édition par la nouvelle sportive qu'on a actuellement, l'Italien Lorenzo Mussiti. Donc avec cette dernière information sportive, je dois vous souhaiter toujours de bons moments, bonne fête quand même, et toujours bonne suite de nos programmes sur votre 2e chaîne nationale. Au revoir.